Ok. Merci Vincent, merci pour cette invitation. Donc, je travaille à la ville de Paris depuis 4 ans auprès de Jean-Louis Missica, qui est encore pour quelques semaines adjoint en charge de l'urbanisme, du développement économique, de l'innovation. Et je travaille pour lui sur le plan de ville intelligente et durable de la ville de Paris qu'on a mis en place en 2016, et notamment sur des sujets mobilité qui m'ont un petit peu accaparé les dernières années. Et je continue activement à soutenir des mobilités émergentes pour la ville de Paris. Très bien, merci beaucoup. Alors là, on a une première photo avec quelque chose, par exemple, qui n'existe plus. Je te donne la... Tiens, vas-y. Voilà, quelque chose qui a disparu, n'est-ce pas? Oui. Du coup, quelle est la vision de la ville en termes de mobilité urbaine et de nouvelles mobilités? Alors effectivement, ce n'est plus celle-là, ce n'est plus une ville de la voiture. Cette image, Jean-Louis Missica l'avait d'ailleurs présentée quand il est venu le 1er décembre intervenir sur les sujets d'urbanisme en général. Voilà la ville qu'on ne veut plus et à laquelle on a mis fin, en tout cas, sur cette partie des berges, en rendant ces berges aux piétons, aux cyclistes, au mode actif. Voilà la ville qu'on veut. Alors, je voulais réagir sur les innovations qui ont été présentées tout à l'heure. Et effectivement, entre villes, on s'inspire beaucoup. C'était intéressant de voir que Singapour parlait de la ville de 20 minutes. Nous, vous savez, en tant que candidate, Anne Hidalgo a parlé de la ville du quart d'heure. Par contre, si on partage ça, ce qu'on ne partage pas, c'est l'idée de mettre les flux partout en souterrain. C'est plus notre politique. Même on a tendance d'ailleurs à ouvrir les souterrains plutôt au vélo, plutôt au mode actif. On a annoncé que le tunnel de l'Étoile allait être rendu au mode actif aussi. Donc le sujet pour nous, c'est revoir le partage de l'espace public pour le rééquilibrer, puisque le chiffre qu'on utilise, c'est 50% de l'espace public est encore dévolu à la voiture, tandis que la part modale de la voiture est, en tout cas pour les déplacements de domicile-travail, de l'ordre de 12%. Donc il y a un vrai déséquilibre, et c'est pour ça que les priorités et la vision de la ville, c'est donner plus de place d'abord aux piétons. Les engagements vis-à-vis du plan piéton sont très importants et prennent de plus en plus ampleur. On a rendu 10 hectares aux piétons par des réaménagements de places, par les élargissements de trottoirs, et on veut continuer avec de nouvelles places qu'on veut aménager. Par le plan vélo. Ça, c'est aussi des annonces que vous avez vues suite au succès du réseau express à vélo et l'engouement que ça a généré, notamment en période de grève. En tout cas, il y a une vraie progression du vélo et on peut aller beaucoup, beaucoup plus loin. Il y a beaucoup plus de personnes qu'on pense à Paris qui veulent faire du vélo. J'ai vu un récent sondage de l'Obsoco de Chronos qui parle de 25% des personnes qui souhaitent faire du vélo, quand on est encore à 5% de part modale selon cette enquête. Ouais, donc il y a de la marge, et il y a plus de personnes qui veulent faire du vélo à Paris que de personnes qui veulent continuer à utiliser la voiture. Donc il faut qu'on y aille. C'est une spécificité parisienne de pouvoir faire beaucoup de déplacements de courte distance à pied, à vélo. Il faut bien sûr pas oublier les transports en commun, et c'est là où du coup, a fait un certain nombre de progrès. Bien sûr, quelles sont les initiatives du coup en termes de masse et de mobilité partagée que vous avez pu mettre en place que vous voulez mettre en place? Je montre juste un petit tramway pour rappeler notre engagement dans le transport en commun, et aussi citer en même temps l'engagement à développer la gratuité. On croit que la gratuité est l'avenir, et le MAS doit en faire partie. Alors sur le sujet du MAS, personnellement, moi j'ai surtout soutenu ça MAS, mobilité as a service. Voilà. À travers la mobilité servicielle. J'ai surtout soutenu ça à travers des programmes d'innovation ouverte. On en a développé beaucoup avec Jean-Louis Missica, notamment Data City. Le NUMA, on a fait beaucoup en partenariat avec la ville, comme Citymaker, où on a pu tester des solutions de mobilité comme service. L'écosystème de la mobilité s'est vraiment diversifié, nourri à Paris et dans le Grand Paris. Et on a accompagné cette logique-là. Alors, on s'est bien rendu compte que la ville ne pouvait pas tout faire. Et puis, quand le gouvernement s'est emparé du sujet de la mobilité comme service, ils ont, dans le cadre de la loi mobilité, vraiment insisté pour que les autorités organisatrices de la mobilité prennent en charge ça. Donc, on a travaillé avec Île-de-France Mobilité, qui a maintenant un plan stratégique pour développer la mobilité comme service, donc la capacité d'intégrer l'ensemble des mobilités. Nous, ce qui importe, c'est que le transport en commun, qui est aujourd'hui saturé, sur beaucoup de lignes, puisse s'élargir à de nouveaux modes,
et qu'on puisse facilement, moi c'est un sujet qui me paraît important, quand on a des lignes saturées, il faut qu'on puisse inciter à aller vers d'autres modes, ce qui me permet peut-être d'arriver sur le sujet de la micromobilité, n'est-ce pas? Donc on en est où exactement? Qu'est-ce qui a été fait? La micromobilité, c'est le vélo, voilà. mais c'est aussi des engins comme les trottinettes. Alors, donc c'est une micromobilité qu'on a un petit peu subie au début, mais enfin, on l'a subie. En même temps, quand les trottinettes sont arrivées, on a vraiment souhaité ne pas les interdire et plutôt chercher à les réguler, chercher à avoir un cadre de régulation, ce qu'on a obtenu avec un premier décret et puis depuis la loi mobilité qui nous a permis maintenant de lancer un appel à candidature. Ce que je représente ici, c'est les résultats d'un travail d'innovation qu'on a fait avec une start-up sélectionnée dans Data City, Wintix, et qui maintenant, on a réintégré ses compétences de data science pour utiliser les données qu'on partage avec les opérateurs de trottinettes maintenant chaque jour, pour avoir les points chauds dans Paris où se situent les trottinettes. On constate que d'ailleurs c'est très concentré sur les zones touristiques encore, que c'est peu diffusé, c'est diffusé jusqu'à la Défense, mais ça reste assez concentré et c'est stable dans le temps. Aujourd'hui, on a des trottinettes qui sont mieux garées, et elles sont bien garées aussi parce qu'on a identifié les zones de stationnement qui étaient souhaitables pour répondre à la densité d'usage qui ont été déterminées par ce programme d'Open Innovation. Et concernant le marché en cours, il y a encore du temps là, c'est pas pour tout de suite. Les opérateurs sont en train de répondre et la sélection se fera après les élections. C'est un premier appel à candidature. Je pense qu'aujourd'hui on a besoin, c'est pour nous on est en train de tester des nouveaux modes de régulation qu'il va falloir élargir à l'ensemble des mobilités. Un des gros sujets qu'on a et qui n'a pas été résolu dans cette mandature, c'est comment on va élargir ces services de mobilité à l'échelle de l'agglomération parisienne, puisqu'on a su le faire avec des marchés publics comme Vélib, on l'avait fait pour Autolib. On ne sait pas aujourd'hui, même si on a remplacé les véhicules Autolib par des véhicules partagés comme Mobilib, par exemple Ubico qui a gagné les bornes de recharge, les places de stationnement sur les anciennes bornes de recharge Autolib et qui développe maintenant un service d'autopartage dans Paris. On ne l'a pas élargi à l'échelle du Grand Paris. Enfin, ces véhicules-là, si vous pouvez les prendre pour sortir de Paris, mais néanmoins, on n'a pas des services de free floating comme le Autolib le permettait. Et pour ça, il va falloir vraiment qu'on travaille à l'échelle du Grand Paris pour lancer des appels à candidature qui sont partagés avec plusieurs collectivités pour permettre d'avoir un service qui s'élargisse et qui réponde aux besoins de mobilité sur l'agglomération. Point suivant, on en est où effectivement des véhicules autonomes dans le cadre de la voiture du futur et du transport du futur? Alors on en est où? Difficile toujours de donner un horizon de temps. Donc pour nous, on en est encore au stade de l'expérimentation. Qu'on a lancé depuis un moment avec la RATP, qui a testé dans le bois de Vincennes. C'est des images des deux constructeurs que la RATP teste depuis 2 ans maintenant. Enfin, en tout cas, il y a une pause et elle va reprendre ses tests bientôt dans le bois de Vincennes avec Navia et EasyMile. Ils ont annoncé un nouveau partenariat avec Mobileye, non pas pour le bois de Vincennes, mais pour un nouveau cas d'usage, là en ville, sur du transport à la demande. L'objectif qui est annoncé pour la deuxième semestre 2020 est de tester des véhicules autonomes autour des gares, gare de Lyon, gare de Bercy et gare d'Austerlitz. Donc la RATP avance pour faire du transport autonome, de nouveaux services de transport en commun. Voilà des expérimentations qu'on a soutenues. On a testé le transport autonome dans la livraison. On a échangé avec les industriels. On a eu quelques tests de robots autonomes. C'est encore très peu par rapport à ce qu'on pouvait espérer. Dans le déploiement à Paris, il y a beaucoup de contraintes. C'est certain. On est une ville très dense où on a des grosses contraintes d'expérimentation, mais voilà, on continue en priorité avec la RATP. Alors on parle beaucoup de véhicules électriques, mais il y a une contrainte qui est l'infrastructure justement de tout ce qui va être charge de ces véhicules électriques. Quel est le plan et qu'est-ce que vous avez pu réaliser ? Alors, on était déjà allé très loin avec le déploiement des bornes de recharge Autolib et du service Bélib. Après la fin du service Autolib, on a remis une partie de ces bornes. Là, je montrais tout à l'heure les bornes de Mobilib,
d'Ubico pour le service Mobilib. Il reste encore des bornes. Il y en a un certain nombre qui, là, vont être aussi octroyés à des utilitaires électriques. Mais par contre, il en restera encore, il va rester 400 stations, un peu plus de 2000 bornes qui sont remis en jeu dans une nouvelle concession qui va être... on va sélectionner le concessionnaire au 2e semestre pour que d'ici la fin de l'année 2020, on ait un nouveau réseau de bornes plus rapides. C'est aux candidats de nous proposer des puissances qui vont mailler Paris et la perspective et les discussions ont été entamées avec le Grand Paris, mais dans la période actuelle, elles n'ont pas beaucoup progressé, mais on espère quand même que ce réseau reprenne l'étendue qu'il avait pour Autolib pour vraiment mailler. Il n'y a pas que l'électrique, on continue sur le gaz qui est vraiment important, le GNV, le bio-GNV qui sont vraiment importants notamment pour la logistique. Il y a une grosse attente des transporteurs. Et puis l'hydrogène, où notamment grâce au taxi Hype, on a pu avoir une première station en test. Et les taxis Hype à hydrogène sont en train, avec leurs partenaires privilégiés Air Liquide, de déployer en partenariat avec nous d'autres stations hydrogène pour vraiment aller au rythme du déploiement d'une flotte et permettre d'avoir aussi un réseau hydrogène. Notre objectif, c'est 2030, au moment où on aura interdit, on aura mis fin à l'ensemble des véhicules thermiques dans Paris, on ait ces 3 réseaux, et en priorité, en 2030, un réseau électrique et un réseau hydrogène, qui maillent complètement le territoire du Grand Paris. Parfait. Dernière question, on en a parlé un petit peu, j'en parlais dans les introductions, sur le smart parking. Comment on peut optimiser justement la manière de se garer et comment on peut optimiser le fait qu'il y ait de moins en moins de voitures qui tournent dans les rues pour essayer de trouver une place. Alors pour nous, le smart parking, c'est d'abord d'arrêter de croire qu'il faut se garer dans les rues et qu'il va falloir aller se garer en ouvrage. Je pense qu'il y a une spécificité française à laquelle il va falloir mettre fin, en tout cas dans le cœur des zones denses. Donc c'est pour ça que la campagne a commencé avec cet objectif très marquant de 60 000 places de stationnement en moins, la division par 2 des places de stationnement payantes. C'est un engagement fort pour permettre le déploiement des infrastructures de vélo, aussi pour améliorer les transports en commun et aussi pour donner plus de place aux piétons. Donc le smart parking sur voirie pour aider à se stationner, ce n'est pas notre priorité, en tout cas s'il s'agit de mettre des capteurs pour se stationner, même si on en fait pour les places de livraison. Ça c'est quelque chose d'important. On teste. Nous, on travaille en ce moment avec Parking Map pour faciliter la place de stationnement, la réservation d'une place de livraison, pardon. Et par ailleurs, on travaille beaucoup sur du smart parking en sous-sol, de différents modèles. J'en cite un, par exemple, dans Tata City, Paris Habitat a travaillé à transformer ces parkings qui se vident de plus en plus pour en faire des parcs relais. Avoir des parcs relais qui maillent la métropole nous paraît être essentiel et il faut qu'on puisse intégrer ces données. Donc là, il y a un gros chantier qui s'annonce, c'est de faire en sorte que toutes les initiatives de smart parking, qui en fait beaucoup se sont faites sans la ville, puissent aujourd'hui devenir interopérables pour que d'une même application, on puisse avoir accès à l'ensemble des solutions dans les concessions publiques, dans les parkings privés, avec les parkings partagés, et qu'on puisse créer les incitations qu'on a annoncées, qui sont de dire, notamment aux résidents parisiens, mais aussi à tous les visiteurs, maintenant, il y a des facilités pour aller dans les parkings en ouvrage, et il y aura des applications qui permettront de voir l'ensemble de l'offre. Parfait, Pierre, merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette intervention. Voilà, on peut l'applaudir.